si on n'a pas le droit d'en rire, c'est déjà qu'on les met dans une case. C'est-à-dire que si tu me dis que t'as pas le droit de faire des vannes sur les handicapés, ça veut dire que tu mets les handicapés dans une case. Ça veut dire que tu les considères pas comme tout le monde. En France, on est très très en retard. Aux sociétés, aux entreprises de créer des choses qui vont permettre aux gens en situation de handicap de s'adapter au monde d'aujourd'hui, plutôt qu'à l'environnement. Moi, j'ai l'impression que le changement, il faut qu'il vienne de chacun personnellement et dans son quotidien. Je pense qu'il y a plus de gens qui savent pas en fait. Ouais, quand tu connais pas, et qui des fois du coup s'adressent avec un truc un peu de pitié ou de tu vois ou de ça va qui je pense c'est pas la bonne technique, et j'espère que c'est ce qu'on a montré aussi un peu avec ce film, c'est qu'en fait vas-y. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Artus, humoriste talentueux et acteur engagé, pour une conversation inspirante autour de son parcours et de ses engagements. Dans cet épisode, Artus nous parle de son film, Un petit truc en plus, un immense succès très touchant qui explore avec humour et sensibilité le sujet du handicap et de la quête d'amour. Nous discuterons de sa vision de l'inclusion, de son engagement pour faire évoluer les perceptions autour du handicap et de la manière dont il utilise l'humour pour aborder des sujets profonds. Un échange authentique où Artus partage son souhait de briser les stéréotypes et de créer une société plus ouverte à travers son art. Un épisode enrichissant, engagé et plein d'humanité. Bonne écoute! Bonjour Artus, merci d'avoir accepté mon invitation dans Dialogue. Merci à toi, je suis très content d'être là. Et ben moi aussi. C'est très loin, je le redis, c'est très loin, mais je suis très content d'être là. Bon, j'espère que tu vas pas être déçu. Non. Et en fait, on va bien évidemment parler de ton film, mais on va aussi parler de ton engagement que tu as pour toutes ces jolies causes que tu défends. Et donc, on va y aller. Je suis prêt, allons-y. Moi, j'ai une question que je me pose depuis souvent. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Depuis souvent, c'est joli, c'est mignon, c'est poétique. Ça veut pas dire grand-chose, mais ça reste poétique depuis souvent. Je me suis dit, mais tu fais de l'humour, mais pourquoi? Est-ce que tu t'es toujours dit depuis petit, je vais faire de l'humour, ou tu as toujours voulu, avec tes frères et sœurs, être un peu le guignol de la famille? Comment c'est venu? Ouais, je pense que c'est un truc que tu prévois pas. Ouais. C'est comme tu te dis pas, tiens, je vais être triste, je vais être quelqu'un de triste. Oh, tiens, si j'étais quelqu'un de chiant. Je pense que c'est un peu un truc que t'as ou t'as pas. Moi, en classe, oui, j'étais quand même le plus collé, et le plus insolent, et le plus voilà. J'aimais bien ça. Je pense qu'on a tous envie quand on est ado, quand on est jeune, d'avoir notre truc à nous. J'allais pas être le quarterback du lycée, j'allais pas être le violent, donc j'étais le clown. Voilà, je pense qu'il faut trouver ta niche. Et puis quand j'ai découvert qu'en plus c'était bien, ça marchait bien avec les filles et tout, avec toi, parce qu'en fait l'humour c'est... Ah oui, ok, je comprends mieux. Donc je me suis dit, ouais, donc quand t'es ado, tu dis, attends, j'ai peut-être pas des abdos, mais j'ai des vannes. Ok. Et après, du coup, comment ça s'est enclenché? T'as décidé de faire du théâtre, ton premier one-man show, donc à Avignon. Ensuite, t'as enchaîné, du coup, les plateaux télé avec Ruquier qui t'a repéré. Et après, tout s'est enchaîné assez rapidement. Ouais, en fait, je pense que c'est un métier où pour réussir, il faut plusieurs éléments. Il faut du travail, évidemment, mais il faut aussi des rencontres, de la chance. La chance, elle joue. Donc moi, j'ai toujours eu la chance qu'on me propose le truc qui fait que ça continue. Donc l'émission de Ruquier après mon premier festival d'Avignon. Le Bureau des légendes, qui m'a ouvert une autre porte. Le premier film qu'on m'a proposé aussi. Enfin, il y a toujours... Voilà. Il faut que tu rencontres des gens. Alors, des fois, il y a des rencontres que tu peux un peu provoquer. Et puis, des fois, voilà. Ouais, des opportunités vraiment que tu saisis, finalement. Ouais. Et c'est marrant, moi, je suis pas croyant, mais je pense que j'ai un peu une bonne étoile, parce qu'il y a toujours, à chaque fois qu'il y a des projets pour lesquels j'ai pas été pris, ou machin, ça a toujours, au final, ouvert sur autre chose. Donc, je me lamente pas s'il y a un casting que je rate ou un truc. Je me dis que c'est pas grave, c'est que c'était pas pour moi et qu'il y aura autre chose derrière. Et justement, quand tu as joué des rôles un peu plus taiseux, un peu plus sérieux, comme dans le Bureau des légendes... Il y en a un gros qui arrive aussi là-haut. Ok. Pas drôle, la Pampa en février, qui va pas être rigolo. Ah oui, tu vas nous en parler. Et comment tu t'arrives à switcher entre ce type de rôle-là et des rôles plus humoristiques, ou tout simplement tes one-man show? Qu'est-ce qui t'habite, en fait, pour jouer ces deux rôles différents? En fait, moi, je pense que c'est le même métier. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de... Il y en a un qui est plus naturel pour toi, peut-être. Oui, et en même temps, je pense que comme tous les clowns, on a une part d'angoisse, de sombre. Moi, j'ai fait beaucoup d'humour aussi pour cacher des angoisses, des trucs de la mort. Voilà, je pense que on n'est pas tout le temps quand on rentre chez nous. Ouais, tiens mon doigt. Oh, c'est rigolo. Enfin, tu vois, il y a un moment. Oui, ça peut cacher quelque chose aussi. Ça cache souvent, d'ailleurs, une part un peu plus sombre. Donc
il faut juste aller piocher dans ce truc-là quand on joue des rôles plus sérieux. Mais en France, on l'admet pas assez, mais je pense que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Surtout au cinéma, si je te fais un travelling avant, que je mets du piano et que juste t'as le regard vide, les gens vont chialer, quoi. Ouais. Alors que pour te faire rire, je peux mettre tous les artifices que je veux, faire un machin, si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Oui, et puis on n'a pas tous le même... on n'est pas tous aussi sensibles au même humour aussi. Ah ouais, non, il y a plein d'humours différents, et de toute façon, tu pourras jamais... satisfaire tout le monde. Non, clairement pas. Et d'ailleurs, tu parlais d'angoisse. C'est quoi qui t'angoisse le plus ? Oh, bah, je crois que c'est comme beaucoup de gens, hein. Cette petite fin là qui nous attend tous. Tu vois, la mort, c'est pas chambé comme projet. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais je m'y suis de plus en plus habitué, entre guillemets. Déjà, je suis de plus en plus persuadé qu'il y a quelque chose après. Je suis toujours pas croyant, mais en fait, je trouve la vie tellement absurde que ça me paraîtrait pas absurde qu'il y ait quelque chose après la mort. Tu vois, c'est déjà tellement fou qu'on soit sur une boule qui flotte au milieu d'autres boules. Tu vois, tout ça, c'est absurde. La vie est absurde, donc pourquoi pas qu'il y ait un truc après. Mais évidemment que ça reste une angoisse. Et pour en venir à ton film, donc évidemment, un petit truc en plus, en 6 mois, qui a fait 11 millions d'entrées. On n'est pas arrivé aux 11 millions. On va terminer à 10 millions 8. Qu'est-ce qui t'a procuré le plus de plaisir au-delà, en fait, finalement, de ces presque 11 millions d'entrées? En fait, les 11 millions, évidemment, c'est cool parce que personnellement, ça m'a offert un truc de sérénité dans le métier, à me dire ça y est, je crois que je peux relâcher un peu la pression, je suis un peu en place. Donc ça, c'est cool. Mais c'est surtout tout ce que ça a amené sur le... En fait, normalement, un film, il sort et puis c'est la fin du film. Et là, ça nous a permis avec les comédiens de prolonger un truc, d'aller à Cannes, puis d'aller à l'Élysée, puis d'aller... Enfin, voyez, donc il y a tout ce truc-là qui fait que ça rallonge le plaisir et qui fait que, vu le caractère particulier en plus de mon casting, que c'est charmé parce que ça nous permet de nous revoir. Là, demain, on fait un shooting tous ensemble. Donc, trop chouette. Donc voilà, ça prolonge vraiment le plaisir. Ouais, c'était finalement le début de quelque chose, quoi. Ouais, et ça a vraiment... Ouais, ça prolonge cette colo qui, normalement, s'arrête au moment où le film sort. On fait la promo tous ensemble et puis après, merci, au revoir, quoi. Justement, en parlant de casting, comment t'as fait pour faire ce casting improbable? Parce que les personnages qui jouent sont réellement en situation de handicap, sont absolument pas tous acteurs pour la plupart. Ils sont pas acteurs. Il y avait juste peut-être Mayanne, je crois qu'il faisait un petit peu. Même pas. Non, il y a Marie, il y a Stanislas qui joue un peu mais je voulais pas des acteurs, je voulais vraiment des personnalités. Des personnes vraiment authentiques. Ouais, je voulais que ça soit eux, je voulais écrire sur eux, pour eux, et qu'il y ait vraiment un naturel. C'est pour ça que c'est eux qui ont guidé le film. Oui, c'est toi qui as adapté un petit peu l'écriture, justement, les dialogues par rapport à leur passion, par rapport à leur quotidien, finalement. Si Arnaud avait été fan d'autre chose que Dalida, le film aurait pris une autre tournure. Si Stanislas, Boris, les costumes qu'il a, c'est vraiment ses costumes, ouais. Mais c'était aussi une façon de me protéger, parce que c'est aussi une façon de... On peut pas me reprocher. Je pense que si j'avais mis un personnage de quelqu'un porteur de trisomie 21, fan de Dalida, on aurait pu me dire je trouve pas que c'est beaucoup un trisomique fan de Dalida. On est quand même sur du cliché et tout. Mais là, au moins, on peut rien me dire. J'allais lui dire à lui, il est trisomique et il est fan de Dalida. Donc c'était aussi une façon de me protéger et aussi un truc pour être sûr d'avoir un naturel et oui, pour les faire jouer naturellement. Et comment t'as fait ce casting-là? T'avais fait une story sur Insta, il me semble, à l'époque. Exactement. Je me rappelle, j'avais postulé. C'est vrai? Oui, mais regarde, non, c'était pas assez. Non, nul. Mais tu vois, non, mais en plus, je voulais des gens qui avaient un petit truc dans la tête, qui avaient. D'accord, ok. Je cherchais moins de handicap physique, mais plus là. Mental. Oui, parce que toi, tu vas pas dans des colonies adaptées. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est quand on manque de dépendance totale et qu'on a besoin de ces structures-là. Donc, ça aurait été bizarre que je mette quelqu'un. Déjà, Soso, c'est un peu triché parce que Soso, en vrai. Il est un peu des deux. Ouais, mais non, la tête, tout va bien. Ouais. La tête, elle marche bien. Le reste marche moins bien. Mais. Donc, je sais même plus ce que c'était la question. Je suis garé où? Pour le casting? Non. Et pour le casting, donc j'ai fait sur Instagram. Et c'est eux des personnes qui ont recommandé ces profils-là. C'est marrant, il y a eu beaucoup d'éducs. Beaucoup d'éducs, des parents qui ont dit moi, nous, dans notre centre, on a un tel, il aimerait bien. Et d'ailleurs, c'est là que tu vois cette force qu'ont les éducs. Il y en a qui sont venus, mais qui ont traversé toute la France avec une estafette, avec 3 de leurs pensionnaires. Donc, une galère sans nom. Pour venir, pour leur faire passer les essais. Donc après, c'est dur de dire non à certains. Mais le problème, c'est que je peux pas prendre... il doit y avoir beaucoup de monde
Ouais, il y a eu beaucoup. Et puis comme j'avais pas... de profil type. Non, je voulais pas dire je cherche un tel. Donc j'ai eu de tout. C'est des coups de cœur que tu as eu finalement. Ouais, j'en ai eu j'ai eu un garçon qui était très très lourdement handicapé, qui s'exprimait juste avec ses yeux en regardant un écran. Donc c'est limité pour un film aussi. Ouais, tu dis ça va être compliqué de faire des vannes et des ouais. donc mais je voulais en tout cas avoir de tout. Par contre, lui, il est venu avec la musique Tiki Pampan sur son fauteuil, donc c'est pour ça qu'on l'a mise dans le film. Donc il est quand même un peu avec nous dans le film. Excellent. Ouais. Ok. Voilà. Et par rapport à ces types de handicaps qui sont présents dans le film, tu disais que tu avais cherché à avoir vraiment une authenticité par rapport à leur façon d'être. Mais quelles ont été un peu les adaptations pour les aider à apprendre le texte ou les guider? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident pour eux en termes de concentration ou pour retenir un texte, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des aides? Ah non, pour le coup, à part Stanislas, il n'y en a quasiment aucun qui pouvait apprendre un texte comme on le... Mais on s'en fout, on a le temps. L'avantage du cinéma, c'est qu'on a le temps. Ça serait un spectacle vivant. Oui, c'est pas un théâtre. Ça serait du théâtre, ça serait un peu plus compliqué, je pense, à mettre en place. Le cinéma, on a... Et surtout, c'était un des luxes que j'avais demandé à mes producteurs. Je leur avais dit, il me faut du temps. Il me faut du temps de tournage parce qu'il y a peut-être des jours où on va rien rentrer. Parce qu'il y a des trucs d'humeur aussi. Il faut pas aller à l'encontre. S'il y a un qui fait un blocage ou quoi, je vais pas le forcer. Si, maintenant t'es sympa, t'es drôle, tu t'assois. Tu vois, donc non, donc je leur ai dit, il me faut du temps. Et au final, on n'a même pas exploité ce temps parce qu'ils avaient tellement envie de tourner, tellement envie d'être là. Et en fait, c'était assez naturel. Je les emmenais moi pour qu'ils me disent ce que je voulais. Ouais. Et avec chacun, on avait des techniques différentes. Ludovic, on s'est rendu compte que dès qu'on lui mettait l'oreillette dans l'oreille, il y avait un truc de concentration. Mais sinon, il avait un peu du mal à se concentrer. Un peu je peux avoir de l'eau, je peux avoir... Ludo, ça tourne. En fait, il n'avait pas de notion de que ça tourne ou couper. Donc lui, c'était tout le temps. Je vais mettre un pull. Non, Ludo, tu vas pas mettre un pull. On est en train de tourner. Et dès qu'on lui mettait l'oreillette dans l'oreille, en fait, il se concentrait sur l'oreillette. Et du coup, il y avait un peu d'écoute qui était vraiment... Ouais. Alors souvent, il répondait à l'oreillette aussi. Donc oui, je t'entends, oui. Oui, je t'entends. Non, Ludo, tu dois pas dire que tu entends. Tu dois pas parler à la personne que dans ton oreille. Mais donc avec chacun, on a trouvé comme ça les techniques. Arnaud, c'était plus en perroquet. Ah oui, je disais un truc, il les répétait, voilà. Et franchement, c'est la première fois que je fais un tournage où on a... Normalement, sur un tournage, tu débordes tous les jours. Tous les jours, tu fais une heure de sup. C'est la moyenne sur un tournage. Ouais, après, là, tous les jours, on a fini en avance. Et je pense que personne n'avait jamais fait un tournage où on disait, bon, bah, c'était prévu fin 18h, à 17h, on a fini. Apéro. Non, mais tu vois, on va pas rentrer des plans pour rentrer des plans. Si on a tout ce qu'il faut, voilà. Incroyable. Moi, je pensais que justement que ce serait beaucoup plus challenging, beaucoup plus compliqué. Moi aussi. Comme tournage. Et en fait... je pense que, je l'ai déjà dit, mais je le pense sincèrement, je pense que j'en aurais plus chié avec 10 acteurs. Ouais, qui ont tous un peu leur personnalité. Qui ont tous un peu un ego, un machin, avec qui il faut prendre des pincettes encore plus. Enfin, tu vois, je pense que... Après, pas tous les acteurs, évidemment. Non, mais je pense que ça aurait été plus compliqué de gérer 10 acteurs parce qu'un tournage, c'est une colo, et là, ils sont tous vraiment... Le matin, tout le monde arrivait avec la banane de... Oui, c'était tous hyper contents. Ouais, et puis on était dans le Vercors, il faisait beau, tu vois. Non, c'était pas un boulot, c'est pas qu'on les a pas payés, d'ailleurs. Hors de question. Oui, et encore moins maintenant. Ouais. Mais tu sais qu'en vrai, ça a été un vrai problème, ça, de les rémunérer. Moi, je voulais qu'ils soient bien rémunérés. Et parce qu'en fait, c'est toute l'absurdité du système français. Mais si on les payait trop bien, ils perdaient les aides. Ça faisait sauter la pension d'invalidité. Donc, on a dû bidouiller, des fois payer les parents, payer les machins, payer les trucs. Parce qu'en fait, c'est ce qui est absurde. Là, par exemple, on leur a donné une prime, parce que le film a bien marché, donc on a donné une prime. Ouais. Et la prime, c'est pareil, on a dû bidouiller parce que... un montage pour qu'il ait toujours... Voilà, alors que c'est pas parce que tu fais un coup où tu gagnes bien que tu as que le quotidien change. C'est ça qui est, ça qui est un peu absurde. Ça, c'est un vrai problème avec les situations de handicap, parce que ça impacte vraiment ce que tu touches, les aides que tu touches, quoi. Ouais, mais parce que c'est des lois, des trucs qui sont votés pour des généralités. Là, c'est du cas par cas. Là, si Arnaud, par exemple, je sais pas, et je veux pas dire de somme n'importe quoi, parce qu'après, on ressort toujours les trucs, mais s'il a gagné, je te dis n'importe quoi, à 50 000 sur le film, ça veut pas dire qu'il va prendre 50 000 tous les ans, tu vois, derrière. Bien sûr. C'est un one shot et ça va te donc, tant mieux, et qu'il prenne ça, et qu'il fasse ce qu'il veut avec, mais faut sucrer les aides, c'est absurde. Ouais, en fait, ça te dissuade limite à travailler, quoi. Bah ouais, et puis tu te dis, si nous, on n'a pas cette motivation de faire ce truc-là, t'as des employeurs qui peuvent se dire, ah ouais, ça va être une galère, tu sais quoi, je vais prendre l'invalide, au moins, il y a pas il y a pas ces démarches-là à faire, il y aura un problème. C'est un risque aussi, quoi. Et est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là que tu as eues, ou les personnes en situation de handicap, ont réellement un petit truc en plus, en fait?
Oui, il y a pas mal de trucs en moins aussi. Hein. Mais, non, mais je pense qu'en fait, il y a un... Moi, en tout cas, je me sens plus proche de ces gens-là. Mais même de ces gens-là, ça veut rien dire parce que tu as les handicapés qui sont des gros cons. Hein. En fait, c'est des représentants de la société. Donc, il y a tout. Mais en tout cas, l'imaginaire que peut amener certains autismes, certaines trisomies et tout, oui, je me sens plus proche de ça. Il y a un côté un peu syndrome de Peter Pan, d'enfance, de naïveté, mais dans le bon sens du terme. Il y a, tu vois... Il n'y a pas de calcul. Non, il n'y a pas de calcul. Le rapport, il est simple. Je te fais un câlin, j'ai envie de te faire un câlin. Il n'y a pas de truc de... Attends, parce que tu as un machin... Tu vois, on a enlevé des barrières et ça fait... Ouais. Et vraiment, ça fait du bien. Et je me sens beaucoup plus proche d'un Arnaud, d'un Marie ou d'une Maïane que d'un mec valide qui tabasse sa femme et qui vote... et qui a une croix gammée dans le dos, tu vois. Enfin, clairement. Et tout. Mieux. Voilà. Après, si un Nazi avec une croix gammée dans le dos, là, ça fait beaucoup. Là, encore une fois, c'est un peu ça, on cumule, quoi. Mais on dit, tu vois, on dit souvent, par exemple, que pour comprendre, qu'il faut attendre d'être concerné de près ou de loin par le handicap ou la maladie pour le comprendre. Est-ce que toi, c'est ton cas, ou alors est-ce que tu as toujours été attiré justement par ces différences-là ? Depuis toujours, tu as toujours voulu comprendre et accompagner les personnes qui étaient différentes ? Je pense que malheureusement, les gens pensent ça. Les gens qui pensent qu'il faut être concerné. Mais tu sais, c'est tout le truc justement à l'époque, pendant la guerre, où il y a ce livre, je ne sais plus comment il s'appelle, où il dit au début, ils sont venus chercher les labradors. Moi, je m'en fous, j'ai pas de labrador. Ensuite, ils sont venus chercher... C'est une métaphore. Il y a des mecs qui disent... Puis un jour, ils sont venus chercher les bergers allemands et j'avais un berger allemand. Et donc, en fait, c'est un peu ce truc de tant que ça te touche pas, ça t'intéresse pas. Moi, je pense que il n'y a pas besoin d'être homosexuel pour lutter contre l'homophobie. Il n'y a pas besoin d'être handicapé pour le lutter. Enfin, j'ai l'impression que plus il y a de voix, plus on... C'est marrant parce qu'il y a j'ai un ami qui est en fauteuil qui a l'autre fois qui a commenté et qui est assez lourdement handicapé, qui a commenté un commentaire d'un mec... Andy aussi, qui disait d'où il parle en notre nom, lui, d'où il se permet de gérer sa merde. Ouais. Ah oui, et vraiment, qu'il disait, mais d'où lui, qui est même pas handicapé, il parle à notre place. Je dis, je parle pas à votre place, moi, je prétends rien. Je dis juste à mon échelle, mais comme tu penses, comme je suis contre le racisme et que si j'avais fait un film sur le racisme, je me permettrais de donner mon avis sans le vivre moi. Je suis d'origine italienne, on m'a jamais traité, tu vois, de sale rital. Mais au contraire, c'est ce qui est bien, parce qu'on a tendance à dire que, par exemple, il y a juste les personnes handicapées qui vont parler de handicap, et au contraire, je trouve ça hyper chouette que tu prennes la parole sur ces questions-là en étant valide, quoi. Au contraire, ça donne encore plus de poids à tout ça. Bah, en tout cas, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais en plus, je trouve ça absurde le côté aussi handicap de faire une grande famille de handicap. Bah oui, quand un Arnaud qui est porteur de trisomie 21, toi qui est en fauteuil, un mec qui est aveugle et un mec qui est sourd, vous n'avez pas personne n'a les mêmes besoins. Bah donc c'est absurde de mettre tout ça dans la même catégorie. Moi, quand je parle, là, c'est principalement pour les gens qui ont un petit truc en plus dans la tête, qui pour le coup, oui, ils vont pas faire une manif, il va pas y avoir une manif avec 500 trisomiques demain à la Bastille en disant, écoutez, on a reparlé, on a revu, il faut revoir nos droits, parce que machin, enfin, tu vois, non. Donc oui, eux, ils ont encore plus besoin d'une voix, quoi, exactement. Mais après, si là, j'étais à la région l'autre fois pour la Valérie Pécresse et tout ça qui me demande l'avis sur le métro, et je dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'être en fauteuil pour dire que c'est pas normal que le métro ne soit pas accessible. Bah, c'est ça, que ce soit les personnes en poussette, que ce soit... Non, mais c'est ça, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour les personnes âgées, pour les... Enfin, voilà, mais il y a un moment, c'est... Les personnes avec des bagages... Je vais pas attendre d'avoir un accident pour dire, c'est bon, je peux en parler. Donc... c'est vrai que ce serait cool. Ouais, je veux bien faire l'effort, mais je n'irai pas jusqu'à là. Justement, voilà, tu parlais d'accessibilité. On l'a vu avec le passage à Cannes, qui était incroyable déjà de vous voir à Cannes. C'était un bol de fraîcheur, de sourire par rapport à toutes les personnes qui sont assez fermées, qui se la racontent un peu, font un peu la gueule, sur exactement, qui posent un peu sur le tapis rouge. Et il y a eu beaucoup de vagues de personnes qui se sont insurgées sur le manque d'accessibilité des marches de Cannes. Bon, en même temps, ce sont des marches, donc c'est par définition inaccessible. Et est-ce que tu as eu des suite à ça Alors, je sais qu'à l'époque, la ministre qui s'occupait de ça a justement pointé le truc en disant il faut rendre les marches accessibles et tout. Moi, honnêtement, je pense pas que ce soit la priorité en France de rendre les marches de Cannes accessibles.
Tu vois, je pense qu'il y a d'autres chantiers avant. Là, c'est un peu un truc, justement, on a voulu un peu instrumentaliser ça. Sofiane, par exemple, ça l'aurait fait chier qu'il y ait des marches à ce moment-là. Il avait qu'une envie, c'était de monter avec moi dans les bras. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que s'il avait eu à côté son ascenseur pour faire... Je pense qu'il aurait fait... Bah ouais, mais J'arrive. Franchement, c'est relou, hein. Enfin, tu vois. Donc, je pense que vraiment, il y a d'autres chantiers avant de se scandaliser sur la montée des marches à Cannes. Tu vois. Mais surtout que je suis sûre qu'il y a une entrée derrière. Oui, mais bien sûr. Mais tu préfères quoi? Tu préfères rentrer derrière, arriver en haut, moi, perso, je préfère qu'on me porte. Ou tu préfères qu'on te porte et avoir les photos et enfin, tu vois, il y a un moment. C'était un peu impossible. Là, c'était vraiment, c'est pas le sujet, quoi. On n'a pas fait ça pour ça. On a fait ça parce que Soso, de toute façon, il avait envie que je le porte. Et je pense que même s'il marchait, il aurait voulu que je le porte. Hein. Non, franchement, c'était une belle image, quoi. Bah, et en plus, vous étiez tous hyper beaux parce que finalement, vous avez trouvé des designers, des marques de mode qui ont voulu vous habiller. C'était un des premiers refus en fait que tu as eu quand tu as demandé aux marques, c'était je crois une semaine après le lancement du film, la sortie du film, qui voulait bien habiller l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu peu de personnes qui se sont manifestées et là pour le coup qui n'ont pas forcément donné des réponses très sincères. Non mais alors je pense qu'il y a eu un ensemble de choses. Je pense que déjà moi naïvement je me suis dit 11 Andy qui monte les marches, qu'on fait à l'époque, on était à 5 ou 6 millions d'entrées, qu'on fait 5 millions d'entrées, je pense que toutes les marques vont nous sauter dessus. Et le service de presse a commencé à contacter 2-3 marques qui ont dit ah non, parce que non, mais on n'a plus de stock, machin. Et donc je pense que c'est pas monté tout en haut, ou peut-être qu'il y a des gens qui auraient dit, en fait, c'est des gens à qui on a dit ah ben non, on m'a donné 3 costumes pour Cannes. Ok, et je pense qu'il y en a, ils sont pas là au-dessus, un petit manque de jugeote. Et donc après, je me suis permis du coup de faire ce post en disant je trouve ça fou en fait parce qu'on a 11 comédiens qui sont comédiens en fait, c'est-à-dire qui sont brillants. Quand t'habilles Nabila ou qui tu veux qui monte les marches, ils sont même pas acteurs. Et pour moi ils ont rien à faire là par rapport à mes acteurs qui ont joué dans un film. Et au final, c'est Brigitte Macron qui a appelé les deux grands groupes en disant écoutez, en fait, vous allez les habiller, vous allez faire un effort. Et pour le coup, le groupe Kering qui est venu, Monsieur Pinault, et qui a vraiment été très élégant parce que dès qu'il l'a appris, il l'a tout de suite appelé. Il a offert toutes les tenues. Apparemment, c'est du prêt, tout ça. Là, il a dit vous allez dans toutes les boutiques du groupe Kering, c'est pour moi, machin et tout. Donc vraiment. Royal. Non, vraiment, il a été très, très élégant. Voilà. Ils ont vécu une expérience dingue, du coup, les acteurs. Qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ce type de boutique. Ah bah oui, et puis c'est rigolo parce que Pretty Woman, quoi. Oui, et puis ils n'ont pas de notion. Par exemple, Ludo, sa chemise, sa veste qu'il a, qui est une veste incroyablement belle en velours Brioni. Je crois que la veste, elle vaut 6 ou 7 000 euros. Et lui, il s'en fout, il a juste vu une veste un peu belle, un peu cool, qu'il a fait tailler sur mesure. Mais donc aujourd'hui, dans son centre, il a sa veste à 7 000 balles. Et je trouve ça génial parce qu'on s'en fout, c'est pas une question de prix, mais c'est qu'il ait accès à ça et qu'ils aient ça. Soso, par exemple, on a dû lutter pour qu'il aille chez Gucci parce qu'il m'a dit non mais il est bien, j'ai trouvé un costume, je sais plus ce que c'était, Boss ou je sais pas quoi. J'ai dit non mais déjà c'est pas le groupe qui nous brête. Et puis je te jure, tu vas voir. Et en fait il avait pas cette notion de, comme il y a différentes gammes de produits et comme quand tu vas dans des très grandes maisons, oui le service il est fou, les tissus, le machin, et après il était comme un ouf. D'ailleurs, on s'est fait un peu engueuler, et à juste titre, parce que la seule chose qu'il a voulu garder, c'est les chaussures Boss. Les chaussures. Et quand je le porte, en fait, sous la semelle, ils ont écrit Boss en gros. Donc en fait, la photo qu'on voit le plus de Cannes, c'est le dessous des semelles de Soso, il y a écrit Boss, Hugo Boss en énorme, alors que c'est Kering qui nous a tout habillé. On s'est dit, ah putain. Donc on a eu un petit appel du groupe en disant, les chaussures, c'était pas... Ben oui, je pensais pas qu'il avait des semelles rouges dessous, ce con. Ouais, bon, c'était super. En tout cas, ils ont vraiment été très élégants. Plus d'autres marques, j'en profite pour les citer, Momoni. Momoni, ils sont venus en tout premier. Momoni, ils sont venus avant le buzz. Ils ont dit non, on voudrait faire une robe de princesse à Marie et tout. Et ils lui ont fait cette robe de Marilyn. Celle qu'elle a portée. Et qu'on voit, voilà, de blanche Marilyn. Ouais. Et donc voilà, après, on a eu plein de partenaires, mais franchement, Momoni ont été très élégants. Et suite au succès justement de ce film, donc les marques de mode qui se sont manifestées, etc., est-ce que les producteurs qui t'avaient dit non pour le film se sont manifestés? Est-ce que tu as des personnes qui sont revenues ou des personnes qui ont sauté sur l'occasion en voyant le succès du film? Non, parce qu'il y a quand même un peu d'ego dans ce métier. Mais j'en ai croisé beaucoup à Cannes.
Ah oui, du coup. J'en ai croisé beaucoup qui m'ont Qui peut fuir un peu. Bravo. Soit qui me fuyaient. Des fois, il y en a 2-3 que j'ai un peu kidnappé dans un ascenseur, mais sans le vouloir. Hein. Mais on rentrait en même temps dans l'ascenseur, les portes se ferment, et là, t'as ce moment un peu long. Un peu gênant. Bravo pour le film. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Et après, il y a pas mal de gens aussi qui l'ont pas refusé. Qui m'ont dit, moi, j'y croyais. Hein. C'est juste que c'est pas moi qui ai refusé. Hein. C'est dingue, personne n'a refusé. Et là, pour le coup, on te disait clairement les raisons. En fait, il y a eu tout. Il y a eu des gens qui y croyaient pas. En plus, c'était mon premier film. Donc, après, en vrai, je peux comprendre que le sujet fasse peur, que le fait que ça soit mon premier film, ça fasse peur. Mais oui, il y a heureusement pas beaucoup, mais il y en a qui m'ont clairement dit, oui, personne n'a envie de voir des handicapés sur un grand écran. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a dit, moi, ils me font peur. Moi, ils me font peur. Je change de trottoir quand j'en vois, donc j'ai pas envie de les voir sur le grand écran. Mais écoute. Moi, je trouve ça fou qu'on puisse dire ça ouvertement. Mais c'est ça, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment la différence entre... Tu parlais des marques qui disaient on n'a pas assez de stock, on a juste 3 costumes. Donc eux qui détournaient un peu pour trouver une excuse. Et à l'inverse, des producteurs qui te disent non, cash, on ne veut pas d'handicapés à l'écran, quoi. Ouais, en fait, il y a une productrice qui nous a dit ça, qui a dit ça à mes producteurs d'ailleurs, assez frontalement. Mais je trouve ça limite honnête, en fait. Plus honnête que d'inventer des excuses. Tu vois, je trouve plus honnête, voilà, c'est en espérant c'est choquant et j'espère que ça changera, mais je préfère ça, tu vois. Ouais. Je préfère que tu me dises honnêtement. Voilà. En espérant que ça leur a fait un peu changer de mentalité en voyant le film. Je suis pas sûr que tu crois quand t'es misogyne, quand t'es raciste, quand t'es handiphobe, tu crois que parce qu'il y a un succès, tu dis ok, je vais arrêter d'être. Moi, je pense que ces gens-là, ils sont foutus et tu vois, faut passer à la nouvelle génération. Mais là, moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que j'ai peur que là, il y ait plein de projets avec des gens en situation de handicap, qu'on le fasse un peu parce qu'on se dit ça marche, et qu'on le fasse pas pour les bonnes raisons, et que parce que mine de rien, les acteurs que j'avais dans le film, c'est un public particulier. Il y a besoin d'avoir un rapport particulier avec eux. Je pense que tout le monde n'aurait pas pu faire ce film. Moi, j'ai un truc avec eux, on a créé un lien. Et donc, j'ai peur qu'on le fasse pour les mauvaises raisons et que si pour le coup, ça se passe mal, je pense que ça peut les abîmer. Comme s'ils se disent on va avoir le même succès que les acteurs d'un petit truc en plus et que si le film fait 20 000 entrées, qu'ils vont se dire pourquoi on va pas à Cannes, pourquoi on va pas... Enfin, tu vois, va falloir... Donc, c'est... Ça risque de aussi, quoi. Et on disait qu'il y avait des personnes qui avaient du mal justement avec les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes comme la productrice qui disait qu'elle ne voulait pas les voir à l'écran, mais d'autres qui sont... et on ne peut pas les blâmer parce que c'est vrai que ce n'est pas inné, mais toi, tu as toujours traité avec humour le handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui était spontané pour toi? Ou alors c'est quelque chose que tu as appris de savoir comment se comporter vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Comment c'est venu, en fait, que ce soit de l'humour spontanément? Mais parce que pour moi, l'humour, ça a toujours été une façon de dédramatiser, entre guillemets, et de rire des sujets. Tu vois, quand je parle de la mort, c'est parce que ça m'angoisse. Quand je parle du handicap, évidemment, je pense qu'on a tous peur de l'accident et tu vois. Mais en vrai, ça peut arriver à tout le monde. Et je suis plus partisan, moi, venez, on en rit, ça y est, c'est là. Et puis après, à force de rencontrer des gens comme Michael Jérémias, des mecs qui sont les premiers à faire des vannes. Philippe Croison, qui est venu voir mon spectacle et qui donnait le moineau à mon chien en disant allez, termine le travail. En fait, c'est que tu te rends compte justement que si eux en rient, et puis même, il faut qu'on en rit. Moi, c'est ce que je disais dans la première fois que je fais le sketch sur les paras à Montreux. Ouais. Si on n'a pas le droit d'en rire, c'est déjà qu'on les met dans une case. C'est-à-dire que si tu me dis t'as pas le droit de faire des vannes sur les handicapés, ça veut dire que tu mets les handicapés dans une case. Ça veut dire que tu les considères pas comme tout le monde. Puisque sinon, s'ils sont comme tout le monde, on a le droit de les vanner. Ouais. Donc c'est soit on a le droit de vanner tout le monde, soit on a le droit de vanner personne. Mais pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Après, la première fois où je fais le sketch à Montreux du handisport, honnêtement, je le fais en connaissant... Je le testais. Ouais. Honnêtement, moi, je me suis dit, quand il va sortir sur Internet, je vais me faire éclater. Mais c'est un risque que je veux prendre parce que je le trouve drôle. Je me dis, écoute, c'est drôle. Mais normalement, je vais me prendre des sauts de merde. C'est la première fois que je fais un peu le trisomique, que je suis un peu tu vois, on va un peu loin dans les vannes, machin et tout. Donc je me dis, il va sortir, je vais me prendre des sauts de merde. Et en fait, ça a été l'inverse. J'ai eu toutes les familles qui ont dit, ah putain, merci, c'est cool, merci d'en rire. Ah ouais, la page Handisport qui l'a repartagé, machin. Mais après, t'as toujours des gens qui s'appellent pas. Il y a toujours des personnes pour... tu vois, au Sénat, il y a un monsieur...
est le bras droit, je crois, de la ministre, machin, et qui est malentendant. Et lui, tu sens qu'il n'y a aucun second degré. Et il a passé son temps à essayer de me dire que tu vois, que c'était nul, qu'on pouvait pas en rire, que c'était un sujet auquel on rit pas, et machin. Après, je pense qu'il y a des personnes, tout le monde n'a pas le même niveau d'acceptation peut-être de son handicap. Et toi, tu arrives à vanner sans blesser, mais est-ce que tu as des anecdotes où tu as des personnes qui se sont senties blessées et qui t'ont dit, moi, ça me fait de la peine, c'est pas bien de l'aborder comme ça. Tu as des personnes qui... Oui. Oui, parce que de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et quand t'es populaire, c'est-à-dire que tu touches un maximum de gens, comme mes sketchs, comme tout ça, évidemment, quand tu fais même un film qui touche 10 millions de personnes, évidemment que tu as des gens qui se sentent blessés. Mais comme pour tout, dans le spectacle, tu vois, quand je fais les vannes sur les catholiques ou les machins, comme tu as des gens qui... L'autre fois, j'ai une dame qui a quitté la salle parce qu'elle était très croyante et elle s'est sentie offensée. Mais... Oui, comme pour tout, en fait. Mais en fait, c'est comme pour tout. Mais en plus, aujourd'hui, on est dans une époque où je pense que même si tu fais un sketch sur les tables basses, tu vas avoir la société protectrice des tables basses qui va dire « Ah non, on rigole pas avec les tables basses ». Donc, il y a un moment, je préfère... tu vois, on peut pas plaire à tout le monde, mais je préfère y aller, franchement. Et donc, tu es hyper engagé pour tout ce qui est handicap, mais au-delà du film, ça a continué et tu nous avais dit, notamment, tu l'avais annoncé dans ton spectacle, que tu avais été invité au Sénat. C'était dans quelle optique? C'est quoi? Il y a un projet derrière? Écoute, je sais pas, j'espère, mais c'est moi, je vais faire mon projet à moi. Moi, j'ai monté ma fondation, la fondation Un Petit Truc en Plus, pour créer des centres de loisirs adaptés. D'accord. Donc voilà. Donc comme dans le film, exactement. tu veux recréer ça. Exactement. On a créé la fondation là qui est hébergée par Personnage. Donc, génial. Donc voilà, après au Sénat, je suis allé parler du film et de l'accessibilité et du vivre ensemble. Après, j'ai l'impression que c'est des endroits où, tu vois, je suis très content d'y être allé. Maintenant, est-ce que ça fera bouger les choses sous les 35 ans? Parce que c'est toujours ça, tu vois, t'as un truc, super, on va proposer une loi, et puis tu te rends compte que on peut l'adopter, là, si on l'adopte, en 2072, il devrait y avoir des rampes, tu vois. Donc, je préfère faire les choses de mon côté, au moins. Mais c'était par rapport, ils t'ont invité toi, ou c'était dans le cadre d'un événement? Ou pour mettre en valeur ce que tu faisais? Non, c'était moi pour parler justement du film, pour parler de comment ça s'était passé, pour essayer de faire bouger les choses, parce qu'en France, on est très, très en retard. Mais je pense qu'il y a un truc un peu... sûrement un petit peu de récupération quand tu as fait un grand succès comme ça. Mais je m'en fous, en fait. Si c'est positif pour la suite... Moi, être instrumentalisé pour un truc qui, au final, fait avancer, je m'en fous. Moi, j'ai l'impression que le changement, il faut qu'il vienne de chacun, personnellement et dans son quotidien et dans son... Je vais pas te dire que je crois pas trop dans les mesures de l'État et tout, mais j'ai l'impression que même quand on prend des mesures, on va trop loin. Là, je fais un lieu, moi, j'ouvre un comedy club que je rends accessible, évidemment. Je mets un ascenseur, je mets machin. Si tu savais à quel point ça fait 2 ans que je suis en train de faire les travaux. Parce que pour mettre un ascenseur, j'ai les bâtiments de France qui me disent « Oui, mais là, vous avez cassé un caillou qui a 100 ans. » Oui, mais il y a que ça à Paris, des cailloux qui ont 100 ans. Il faut les casser un, c'est pas grave. Mais je mets un ascenseur pour rendre accessible. En même temps, il faut que j'ai un chiotte de 19 mètres carrés. Alors que tu vois, tu peux le rendre accessible. Pas les prises que tu mets là, tu dis, il y a un moment, venez, on a un truc cohérent sans que, tu vois, sans faire un lieu accessible. À Paris, par exemple, c'est impossible, vu les surfaces que tu as. Donc, moi, je l'ai fait, et je suis très content de l'avoir fait. Mais c'est absurde. Tu as des trucs, des lois autour de ça. C'est pas facilitant. Enfin, c'est très contraignant de se rendre accessible, finalement. Ouais. Du coup, ce que font les gens, c'est qu'ils changent pas, ils changent pas le lieu. Au moins, ils ont pas à se mettre aux normes. Et du coup, ça bouge pas, en fait. Ce que je voulais te demander, justement, le Comedy Club, ça se concrétise, du coup? Oui, écoute, ça ira, Inch'Allah. Cette année? Je sais pas, parce que je crois que l'ascenseur, il est livré en janvier. Ok. Mais oui, j'espère le plus tôt possible. En tout cas, il sera bien, il sera accessible. Ah, c'est chouette. En tout cas, c'est pas évident. En plus, dans le quartier, c'est Saint-Denis, c'est ça? Ouais. L'ascenseur, je te cache pas qu'il me bouffe la moitié de toutes les pièces, hein, mais je suis très content. Non, mais ça, c'est cool et c'est même pas un sujet. De toute façon, je voulais rendre le truc accessible. Ce qui est plus compliqué, c'est tous les bâtons qu'on te met dans les roues. Tu vois, par exemple, j'ai dû refaire tout un escalier parce qu'entre 2 marches, il y avait genre 1 centimètre de trop, c'est-à-dire qu'elle faisait pas la même taille que les autres. Et tu dis, oui, mais il y a un moment, si elle feu, je suis pas sûr que ça soit ce centimètre d'écart qui font, mais ils sont tous tombés. Pourquoi ils sont tous tombés? Parce qu'elle a faisait 1 centimètre de moins, c'est pas vrai. Si, ils ont tous brûlé à cause de ça. Ah, les gars, il y a vraiment, c'est que, tu vois.
C'est absurde. Ouais. Oui, c'est pas facilitant parce que toi, tu veux absolument rendre accessible le lieu. Et finalement... Et on te fait chier sur plein d'autres trucs où tu dis, mais là, les gars, tu vois, j'ai des issues de secours, des machins, je suis au premier étage, je crois qu'il y a 3 mètres à sauter si jamais. Et puis en vrai, vraiment, je pense que je peux pas faire un lieu plus aux normes. Mais. Il te reste un peu de place quand même pour une scène. C'est cette difficulté. Oui, on jouera dans l'ascenseur. Écoute. Et à part le Comedy Club, tu me disais que tu avais un nouveau projet de film. Oui. Donc toi, là, il y a un nouveau film qui va sortir en début d'année. Là, il y a La Pampa qui va sortir. Là, je suis en tournage actuellement sur le Cédric Jiménez qui s'appelle Chien 51. Là, je démarre un autre tournage avec Christophe Baratier qui avait fait Les Choristes. D'accord. Voilà, et qui s'appelle Les Enfants de la Résistance. Tout ça, c'était déjà prévu ou c'est des opportunités post un petit truc en plus? Non, c'était déjà prévu. D'accord. Ouais. Mais on a renégocié le cachet quand même. Évidemment. Non, tout ça, c'était déjà prévu. Et puis après, il y a plein de beaux projets à venir. Mais moi, je vais tourner normalement en été 2026 mon prochain film, qui sera un western. Tu cherches des andis ou pas du tout? Non, ça t'as donné là, c'est non, en plus, en plus j'ai un rôle parce que on va aller sur du handicap là qui dérange encore un peu plus physiquement, tu vois. Mais comme c'est une époque où il y avait beaucoup de cirque avec les frics, ce qu'on appelait les frics, qui étaient à l'époque, c'était les gens très handicapés, on les exposait dans des cirques, on disait oh regarde lui, il est rigolo, il est tout tordu. Oh regarde lui, c'est un homme tronc. Et du coup, je vais en profiter pour mettre un petit peu ces gens-là qu'on voit pas souvent non plus. Génial. Voilà. Mais t'es pas assez frics. Ouais, non, toujours pas. Non, faut que tu fasses un effort. Bah non, mais saute là d'en haut, peut-être, mais là t'es pas assez frics. C'est quoi ton idée la plus folle pour aider les personnes en situation de handicap? Dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais pour leur faciliter la vie? Alors, si tu n'avais aucune limite. Je ferais rien sur les gens en situation de handicap. Je ferais passer 1 an à tous les valides, en fauteuil ou aveugle ou machin. Vraiment, juste 1 an. Même pas. En vrai, même pas. Même un jour. Un mois. Non, 1 mois, histoire de prendre conscience. 1 mois au hasard, tu tires au sort un handicap, tu fais non-voyant, machin. Et même, tu vois, avec un appareil qui leur permet de penser comme quelqu'un en situation d'autisme ou machin. Juste ça, je pense qu'une fois que les gens auraient compris ça, tout changerait. Ouais, il y aurait des vraies prises de conscience, notamment peut-être des pouvoirs publics aussi, qui se passent un petit Jimali. Ouais, mais c'est tellement long. En fait, c'est ça qui est désespérant, c'est que t'as l'impression. Là, tu vois, quand je suis allé à la région parler avec Valérie Pécresse, et qu'elle parlait de rendre accessible le métro, déjà, elle te dit, alors on pourra pas tout rendre accessible. D'accord. Bon, bah écoute, si on peut pas, alors le faisons pas. C'est cool pour mais on pourra une partie. Oui, le but c'est qu'en 2099, tu vois, c'est des trucs où tu dis, waouh, les gars, si on veut, on peut demain. On a eu des pistes cyclables en 3 ans. Je pense qu'on peut rendre les métros accessibles. On peut faire un peu plus. D'ailleurs, ça c'est chambé, tu vois. Ça c'est une. Il y a eu. Je sais pas si tu l'as, toi, la trottinette là. Non, parce que mon bras droit marche pas. Et du coup, je peux pas. Ouais, mais fais un effort aussi. Bah ouais. Il y a un moment, c'est chaud. Mais du coup, c'est pratique. Tu passes. Mais je trouve ça génial parce que. Troisième roue, et trottinette. Ouais, et puis on voit du coup sur les pistes cyclables pas mal de gars. Et je me dis, ah putain, ça c'est cool quand même. Ouais, c'est fou que personne n'y ait pensé avant. Rapidité, et c'est hyper chouette, quoi. Ouais, donc je pense que c'est justement, c'est plus des petites choses comme ça. Des adaptations, des faites par des boîtes ou des machins qui vont pour moi faire changer les choses. Je pense que. Tu vois, il faut plus aujourd'hui travailler sur une société qui va travailler sur un fauteuil qui permet de monter les marches. Je sais pas si t'avais vu, j'avais essayé, t'as vu la photo. Mais il me fait peur celui-là. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça viendra plus de là. Comme l'exosquelette. En fait, ça va être plus à la tech, en fait, au service du handicap. Ouais, aux sociétés, aux entreprises de créer des choses qui vont permettre aux gens en situation de handicap de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Plutôt qu'à l'environnement. Ouais, en gros, se débrouiller par soi-même. Ouais, je pense que malheureusement, c'est pour ça, tu vois, que je veux monter les colos, que le machin et tout, c'est que les centres, les IME, les trucs en France, ils s'amélioreront pas. Et je parle pas des gens qui y travaillent, qui font un travail de ouf, mais on mettra pas d'oseille là-dedans. Donc il faut aller le chercher nous, l'oseille, et puis le mettre nous-mêmes. Et là, les colos, c'est pour l'année prochaine? Tu penses l'été prochain? Écoute, non. Je vais pas te mentir parce que c'est un gros travail. Parce que il y a beaucoup de travaux, faut qu'on trouve le lieu. On a plusieurs pistes là, mais et puis je veux vraiment faire un lieu 5 étoiles, tu vois. Je veux un lieu où tout le monde a envie d'être, qui est beau, qui est pas justement s'éloigner du médicalisé, s'éloigner. Donc je veux vraiment une bulle et donc je l'ouvrirai pas tant que ça sera pas impeccable. Ouais. Eh ben Artus, est-ce que ça te dirait de me poser à ton tour 3 questions? Allez. Alors, tiens, une première question. Est-ce que pour toi, il y a un sujet tabou? Est-ce qu'il y a quelque chose de tabou avec lequel on n'a pas le droit de rire Eh ben, franchement, je trouve pas. Je trouve que, au contraire, l'humour permet d'accéder au sujet tabou. Et que ce serait
pour moi compliqué d'aborder un sujet que je trouverais tabou ou que d'autres personnes le trouveraient tabou si on ne l'abordait pas avec humour. Parce que je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée pour justement désacraliser tous ces sujets-là qui font un peu peur, sans parler du handicap qui forcément fait peur. Mais à part ça, non, je trouve pas qu'il y ait tellement de sujets. Après, peut-être par rapport aux audiences. Je pense que peut-être un sujet va être tabou pour telle audience, un autre pas. Ça dépend à qui tu t'adresses aussi. Mais dans l'absolu, je trouve qu'on peut aborder un peu tout sujet. C'est juste, ça dépend, comme pour tout, ça dépend de la façon dont on l'aborde, quoi. Très bien, très bonne réponse. Merci beaucoup, je note. Deuxième question. Tiens, question con, mais là, on est à l'autre bout de Paris. Comment t'es venu? Alors moi, je suis pas très loin et je suis venue en taxi. Parce que ce qui est chouette, c'est que depuis peu, il y a de plus en plus de taxis qui sont adaptés, qui sont PMR avec grâce au JO. Voilà, exactement. Il y a beaucoup plus de licences. Et c'est un luxe incroyable parce que t'appelles le taxi en 6 minutes, il était là. Et c'était pas le cas avant. Vraiment pas le cas. Donc... Et par contre, c'est toi qui payes et c'est le même prix. Après, oui, voilà, donc je les prends ponctuellement. Sinon, pour me déplacer, soit le bus quand j'ai vraiment du temps, parce que forcément, tu mets 2 fois, 3 fois plus de temps que si tu prenais le métro, évidemment. Et sinon, il y a des véhicules qui sont adaptés, qui dépendent d'Île-de-France Mobilité et que tu dois réserver un petit peu en amont. La PAM, là, c'est ça? La PAM, exactement. Ouais. Que tu réserves, on va dire, une semaine en amont. Donc, niveau spontanéité, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, quand tu as des rendez-vous fixes, ça te permet de planifier, d'avoir une solution. Oui, c'est ce qui est un peu compliqué quand tu es en situation de handicap. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce manque aussi de... Faut tout organiser. Tu vois, si tu veux prendre un train avec la SNCF, c'est minimum 24 heures avant. Exactement. Tu peux pas partir sur un coup de tête. Voilà, il faut arriver en avance. Tu dois arriver 1 heure avant pour que... Voilà, exactement. C'est vraiment ce manque de spontanéité. C'est une énorme charge mentale et du coup, ça te fait développer justement des qualités organisationnelles que moi, perso, j'avais pas avant mon accident. Mais et du coup, tu dois tout organiser, quoi. Tu dois tout planifier, tout organiser. Et justement, en cas de déplacement spontané, il y a toujours les taxis qui viennent en backup pour te permettre de sortir, de rentrer chez toi tranquillement. Donc, on trouve finalement toujours des solutions. Et ça, il y a vraiment un avant et un après JO. Ah ouais, incroyable. Avant, les taxis, impossible de les trouver. Les VTC... faut se même pas des VTC, c'est la compagnie classique, mais impossible d'en avoir. Ouais. Impossible. Et là, ils ont eu, je crois, 500 licences qui ont été offertes sur tous les taxis accessibles. Et là, c'est incroyable. Parce qu'avant, souvent, je refusais même des invitations pour aller dîner, parce que je disais à mes amis, désolé, mais je pourrais pas sortir. Je pouvais pas rentrer chez moi. Donc, je pourrais venir, mais je pourrais pas rentrer, donc ça sert à rien. Et maintenant, je refuse. Et là, t'en as même la nuit ouais, il y en a même tard. C'est cool. Il y en a tout le temps. Et du coup, tu vois, ça te permet de pas te couper de la vie sociale aussi et de pouvoir bouger comme tout le monde, te déplacer. Et ça, c'est un grand plus, quoi. Et dernière question. Vas-y. Est-ce que t'étais un peu, comment dire, touché ou intéressé, on va dire, par le handicap avant ton accident? Ou t'étais un peu en mode « Ah, ça va, les handis, ils se démerdent, hein ». Je vais être honnête, pas du tout. J'étais pas du tout sensibilisée, tout simplement parce que dans mon entourage, j'en connaissais aucun, que ce soit fauteuil ou autre. J'avais aucun modèle. Et en plus, moi, je suis assez sensible. Et quand je voyais quelqu'un qui était différent, que ce soit trisomique ou en fauteuil ou non-voyant, ça me faisait tellement de peine que je tournais le regard parce que je savais pas du tout comment m'adresser à la personne. C'est souvent ce que les gens disent. Hein. Tu vois, moi, Clovis, par exemple, quand il a démarré le tournage, il m'a dit... Donc, Clovis Cornillac, qui joue mon père, il fait partie de ces gens. Et je pense que c'est la majorité des gens, c'est qu'il y a je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens vraiment handiphobes qui détestent les handiphobes en disant « faut tous les bolets ». Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plus de gens qui savent pas, en fait. Quand tu connais pas. Et qui, des fois, du coup, s'adressent avec un truc un peu de pitié ou de, tu vois, ou de ça va. Qui, je pense, c'est pas la bonne technique. Et j'espère que c'est ce qu'on a montré aussi un peu avec ce film, c'est qu'en fait, vas-y. On peut rire de tout, quoi. Vas-y, là, et puis des fois, ça va pas comprendre, vous allez pas pouvoir communiquer, et puis tu passes à autre chose, et puis, mais en tout cas, va vers l'autre comme tirer vers... C'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais pas mal de sensibilisation au handicap sur les réseaux, mais c'est pour ça que je blâme pas les personnes, parce que j'étais comme eux avant, et qu'au contraire, on donne les bonnes pratiques en disant, de comment s'adresser aux personnes en situation de handicap,
pas comme un bébé labrador, comme tu m'avais dit il y a quelques mois, mais justement ni avec de la pitié dans les yeux, ni voilà, mais plus en essayant de s'adresser comme à n'importe qui. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience avant. Et notamment, mon accident, mon entourage, et des films comme le tien qui poussent à prendre conscience de ces choses-là aussi, quoi. Parce que toi, tu l'as... comment dire ? Toi, t'es pas confronté personnellement au handicap, mais t'as su quand même avoir cette approche-là et savoir comment t'adresser aux personnes en situation de handicap, finalement. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de façon de s'adresser. Exactement, c'est la meilleure réponse. Ouais. Non, mais c'est juste... Parce que tu n'as pas cherché, tu t'es pas dit comment je vais faire. Tiens, j'aimerais te parler, comment je vais faire. Non, mais moi, je trouve que c'est le pire, c'est justement quand tu adaptes en fonction de qui t'as en face. Tu vois, moi, par exemple, avec mes amis, avec machin, on fait des vannes sur tous les sujets, sur toutes les religions, sur toutes les couleurs de peau, on a toujours eu un humour noir et on pique un machin. Et je trouve qu'il y a des fois où, par exemple, si tu t'interdis de faire une vanne parce que tu as un pote, par exemple, noir en face de toi, et que tu dis, ben non, il peut mal le prendre. Ben non, en fait, je trouve ça encore plus vicieux de te dire, mais pourquoi ? Ça crée encore plus. Ouais, j'avais une super vanne sur les Renois, je vais la faire, tu vois, au contraire, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Enfin, il y a un moment, c'est. Si tu commences à dire, attends, non, j'ai qui autour de moi ? Ok. Et vous avez vu la vanne du lapin ? Il n'y a pas de lapin, ça gêne personne. Moi, je trouve qu'au contraire. Ouais, ça biaise. Et puis au contraire, au pire, ça ouvre un débat. Peut-être ton pote, tu vas te dire, ça m'a un peu blessé cette vanne. Ah, ok, pardon, machin, tu vois. Mais je pense que c'est plus on communique et plus on parle et plus on dédramatise et moi, je pense que c'est vraiment ça. Ça crée encore plus de tabous finalement. Ouais. Si on exclut. Et puis on est dans une époque où on essaie, je pense, de nous faire croire que les différences. Enfin, tu vois, on veut tous être pareils, les hommes, les femmes, toutes les couleurs, toutes les religions. Moi, je trouve que non, justement, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil et c'est une force. Je trouve que c'est vraiment une force. C'est quoi, toi, ta particularité alors ? Tu dis qu'on est tous différents. C'est quoi ta petite particularité ? Ben, je sais pas. Décrire. C'est pas à moi de la définir, mais je sais pas. Physiquement ? Non. Parce que physiquement, on le sait, hein, c'est entre 10 et 40 kilos de plus. Hein. Tiens. Mais t'avais beaucoup minci. Pourquoi t'avais ? Non, tu as. Pourquoi pas t'avais ? Oui, j'ai repris un peu. Je ferai le yo-yo toute ma vie, d'accord ? Non, parce que tu m'avais dit que tu as dit que tu avais perdu beaucoup de poids pour un tournage. Ouais. C'est pour ça que je parle en parfait. Et voilà, c'était pour un tournage finalement. Ouais, c'était pour un tournage, mais j'ai l'intention de garder quand même. Donc là, j'ai repris un peu, mais là, je suis en train de reperdre. C'est toute une hygiène de vie finalement que tu as revisité avec moins d'alcool, moins de sport. Oui, après, j'avais complètement arrêté l'alcool parce que je suis épileptique. Enfin, j'ai découvert maintenant que je suis épileptique, donc maintenant je suis sous traitement épileptique, donc évidemment, voilà. Et aujourd'hui, si tu devais garder qu'une seule casquette, entre celle d'humoriste, faut pas me demander ça. Acteur, réalisateur, je peux pas te demander, mais j'essaie quand même. Non. Qu'est-ce qui te fait le plus marrer ? Enfin, je sais pas si tu devais, je sais pas, entre l'écriture de ton film aujourd'hui, entre jouer ton spectacle le soir, qu'est-ce qui ou manager des personnes ? C'est trop dur parce que moi, ce qui m'excite dans mon métier, c'est que justement qu'il n'y a pas de routine et que je change tout le temps de... Là, tu vois, j'ai joué un chef de la police en 2055, je crois. Là, la semaine prochaine, j'ai une moustache et la tête rasée parce que je joue un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay. Oui, c'est la variété, en fait. C'est ça que j'aime, c'est que... Mais si je devais garder quelque chose, je garderais... C'est vraiment à contre-cœur, hein. C'est vraiment parce que... Voilà. Mais je garderais le cinéma parce qu'il m'offre plus cette possibilité de bulle. Là, tu vois, j'ai hâte d'aller sur le décor de 1945 et tu vois, d'être là. Oh putain, il y a des nazis. D'ailleurs, c'est la seule fois où tu es content de voir des nazis en général quand tu tournes un film sur la... Mais... donc, je garderai ça, mais quoique la scène aussi, tu fais ce que tu veux, en fait. T'as un truc de liberté qui est fou sur scène. Mais ça, par exemple, en termes d'acting, de rôle, ce serait quoi ton rôle phare, ton rôle préféré que t'adorerais jouer ? Ou un acteur avec lequel t'adorerais jouer ? Moi, j'adorerais... Je suis un grand fan de Jacques Brel, j'ai toujours été un grand fan de Jacques Brel. J'adorerais jouer Jacques Brel, me transformer physiquement, perdre 100 kilos s'il faut, mais j'adorerais... ouais. Jacques Brel, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais jouer. Et puis avec les chansons, une comédie musicale. Mais t'aimes bien aussi chanter Ah, j'adore. Je ferais une comédie musicale. Le à la fin de ton spectacle d'ailleurs. Ah oui, merci. Ouais. Ça m'avait pas marqué. Ouais. C'est vrai. Allez. Non, c'est vrai que tu chantes très bien à la fin du spectacle. Et entre toutes ces activités que t'as, qu'est-ce que tu fais pour te détendre ? Non, pour me détendre, c'est vraiment ça. C'est vraiment la bouffe avec des potes et
C'est les copains. Nous, moi, je suis très copain, ma femme aussi. On est vraiment. Vous avez une bande commune d'amis? Ouais. Et quand on part en vacances, on part des fois en amoureux tous les deux, mais c'est vrai que moins. Au bout de 3-4 jours, même ensemble en amoureux, à se faire des câlins, à regarder les tortues aux Maldives ou quoi, on se dit, on s'emmerde, non? Ouais, on s'emmerde. Les potes, ouais. Non, mais on est très potes, on aime bien partir avec des potes, partir à 10, 15, on aime bien avoir une bande, faire des jeux, je fais beaucoup de jeux de société. Ouais. Il y a quoi que t'aimes bien? Hier, on a fait, par exemple, on a fait beaucoup de Codename hier. Ah, j'adore. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'à Noël, il y a peut-être une version Codename, un petit truc en plus qui va sortir. Mais non. Peut-être. Mais non. Je sais pas, peut-être. Ah, ce serait excellent. Peut-être qu'il y aura ça. Ok. Voilà. On verra. Peut-être. On verra bien. Eh ben, écoute, Artus, merci. Merci à toi. Merci, c'était vraiment trop chouette de t'avoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec toi. Tu retires quoi, tes 45 minutes? Tu t'es pas trop ennuyé, ça va? Non, que j'ai mis plus de temps à venir que l'interview. Ouais. Mais Et tu vas faire pareil pour repartir? Ouais, j'ai pas envie parce que j'ai plus de batterie sur mon vélo. Ok, eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. On a hâte de suivre tous tes projets et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir et à Artus aussi, j'en suis sûre. Ah ouais, toi tu te vois et tout, t'as un retour aussi, carrément. 5 étoiles, mettez 5 étoiles. Moi j'ai pas de retour, non, il se l'est pris lui le retour. On m'a pas donné le retour. Donc merci, à bientôt. À bientôt, merci à toi.